Bon, ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo sur les Lumières 2.0, je vous en parle régulièrement. Donc voilà, je vais vous expliquer ce que j'entends par ce terme. Et j'ai bien du mal à introduire le sujet parce que je n'ai pas de notoriété, je n'ai pas de crédibilité. Je vais parler d'un sujet qui est à la conjonction de la science, de l'histoire, de la politique, de la philosophie. Je vais vous proposer une sorte de synthèse méga historique en vous expliquant ce que sont les Lumières. Bon, ça, tout le monde connaît, plus ou moins. Mais pourquoi c'est devenu, selon moi, complètement obsolète et pourquoi on est en train de passer à autre chose, qu'on le veuille ou non, je vais vous expliquer pourquoi. Et ça a des répercussions dans tous les domaines. Et il y a aujourd'hui, selon moi, un gigantesque, un fossé incroyable entre ce qu'on nous enseigne à l'école et ce qui est propagé dans les médias et ce qui se passe dans le domaine universitaire, chez les scientifiques, les découvertes qu'ils font dans tous les domaines. Il y a un énorme hiatus. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre le monde qui vient avec les concepts du passé. Donc c'est pour ça que je me lance dans cette vidéo malgré tout. Je ne vois pas grand monde qui parle de ça, donc je me sens obligé d'en parler. Et puis critiquera qui voudra, et on essaiera de faire progresser ça ensemble. Voilà, c'est très compliqué d'introduire ce sujet, donc je préviens d'emblée. Dans les sujets que j'aborde sur la chaîne, il y a différents niveaux, disons, de perchitude. Et là, on va être tout en haut, hein. Même si je vais laisser de côté quelques notions encore plus perchées que ce que je vais présenter là. Disons que sur la chaîne, j'aborde les questions des IA, des cryptos, de la longévité de manière très concrète, mais après, derrière, qu'on se plonge un peu derrière les forces historiques, derrière la philosophie qui sous-tend tout ça, eh bien, ce que je raconte est de plus en plus perché, peut être de plus en plus perché, et là, on est tout en haut cette fois-ci, donc vous êtes prévenus. Alors avant d'en rentrer dans le vif du sujet, je fais un tout petit rappel du cadre d'analyse que je vous propose. Nous sommes actuellement ici, dans cette période-là, transitoire entre ce que j'appelle l'humanité 2.0 et l'humanité 3.0. Qu'est-ce que c'est ces histoires d'humanité? D'un point de vue anthropologique, il y a eu un énorme changement entre la manière de vivre des premiers hommes, qui sont apparus, grosso modo, l'homme moderne, on le situe il y a moins de 200 000 ans, eh bien pendant plusieurs milliers d'années, on a vécu en tant que chasseur-cueilleur avec un mode de vie nomade. Donc imaginez le choc, la transition qui s'est produite, même si ça s'est étalé sur plusieurs siècles, mais la différence de vie, la différence anthropologique entre un chasseur-cueilleur et un homme, on va dire, civilisé, je vais revenir sur ce thème plus tard, donc qui vit dans des villes et où le centre de ses activités, c'est l'agriculture et l'élevage. Depuis que la civilisation existe, grosso modo, on va à peu près la situer il y a moins de 10 000 ans, ça peut se discuter, mais bon, c'est grosse maille. La majorité des humains vivent selon ce mode de vie-là. Donc ça, c'est la deuxième anthropologie, qui est très différente de la première. Et maintenant, là, tout de suite, en ce moment, je veux dire en 2025, notamment avec l'arrivée des IA, nous sommes, et des réseaux sociaux et d'Internet, nous sommes en train de basculer dans une nouvelle anthropologie, une nouvelle humanité qui va être aussi différente de la première que de la deuxième, que la deuxième ne l'était de la première. Donc on va passer du chasseur-cueilleur aux gens qui vivent en ville à complètement autre chose. Alors bon, j'appelle ça l'humanité 3.0. Je vais pas refaire tout le speech, mais on va, si la civilisation ne s'effondre pas évidemment, mais on va passer dans une civilisation spatiale avec une grande orientation sur l'écologie. On va mettre en place un système de gestion globale, très probablement à l'aide des IA de la planète. On va devenir plus ou moins immortel ou amortel. Donc bon, l'idée c'est qu'on va très probablement vivre beaucoup plus longtemps qu'on ne le fait aujourd'hui. Et donc on aura le temps aussi de développer une sagesse plus importante par rapport aux défis écologiques, par rapport à notre relation avec les IA et par rapport aux institutions dans lesquelles on vit. Donc tout est en train d'être bouleversé et on est dans ce moment historique. Mais du coup, la bascule n'est pas vraiment faite, elle est en cours. Donc nous, la manière dont on conçoit le monde, eh bien en fait, elle a été pensée il y a presque 600 ans, enfin, le début en tout cas, donc dans la période qu'on va appeler humaniste. Et je parle pour l'Occident, ailleurs je ne sais pas comment ça se passe. Avec un moment particulier qui est celui des Lumières. Et c'est de ça dont je vais vous parler, pour vous expliquer que tout ça est remis en cause, complètement. Donc c'est ça le sujet de la question des Lumières 2.0. On a une philosophie, mais aussi des institutions, une culture, une manière de voir le monde, de penser le monde, des concepts auxquels nous sommes habitués. Si je vous parle de propriété privée, ça vous cause. Si je vous parle de liberté fondamentale, a priori, ça vous parle aussi.
Donc tout ça, on va dire que c'est la philosophie qui nous a fait sortir du Moyen-Âge, de la période obscurantiste qui précédait, du féodalisme, qui nous a donné la modernité, avec, je vais y revenir rapidement dessus, mais beaucoup de bienfaits. Donc on a eu une période d'euphorie civilisationnelle, mais depuis, alors symboliquement, depuis 1945, depuis l'explosion de la bombe atomique, en fait, bizarrement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont convergé vers ce moment-là. Donc depuis le milieu du siècle dernier, petit à petit, on a vécu des illusions sur des illusions face à la modernité. Mais en même temps, de manière souterraine, si vous voulez, c'est pas connu dans la sphère médiatique. Pourtant, c'est bel et bien ce qui se passe dans le milieu académique, universitaire. On a fait beaucoup de découvertes qui remettent totalement en cause tout ce qui a été fondé comme philosophie à cette époque-là, à l'époque des Lumières, donc au XVIIIe siècle, en gros. Je schématise, sinon on n'en finirait pas. Et comme je vous le disais, les Lumières 2.0, je vais vous parler aussi des figures, des têtes de proue, des têtes pensantes de ces révolutions philosophiques, scientifiques, conceptuelles. Donc, ces Lumières 2.0 proposent une nouvelle manière complètement différente de concevoir le monde, qui est beaucoup plus adaptée au monde qui arrive, évidemment. Alors, de quoi il s'agit? Je vais faire un petit rappel. Grosso modo, au centre de la période des Lumières, on a l'humanisme, la philosophie humaniste, qui considère que nous sommes des individus avec le libre arbitre, doués de conscience et de raison. A priori, si je dis ça, je pense que je ne choque personne. Tout le monde voit plus ou moins les choses comme ça. Bon, bah c'est tout ça, ces fondements-là qui sont remis en cause. Et je vais vous expliquer après comment et pourquoi. Tout ça, en gros, je vais pas dire que c'est complètement faux, mais c'est très archaïque et grossier. Et aujourd'hui, pour l'essentiel, on peut dire que tout ça n'a plus beaucoup de sens. Pourtant, il n'empêche que c'est sur cette base-là qu'on a fondé nos institutions actuelles et tous nos concepts. En fait, c'est notre manière de penser le monde. Donc à partir de la raison, on a fondé la science, le fait qu'on ait un libre arbitre. C'est ce qui est la base des droits de l'homme. La propriété privée, par exemple. Ça découle directement de la notion de libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère que l'humain possède son propre corps, et la propriété privée, c'est l'extension de cette possession à des objets extérieurs. On considère qu'on est conscient, et que c'est même l'apanage, avec la raison, et le libre arbitre aussi d'ailleurs, de l'être humain. Et donc, sur la base de ces concepts fondamentaux, on établit nos institutions. Donc, par exemple, les libertés fondamentales. Liberté de conscience, liberté d'expression, liberté d'entreprendre. Mais évidemment, il n'y a pas de liberté absolue, sinon ça n'a aucun sens. On ne peut pas donner la liberté aux gens de se tuer les uns les autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour gérer ces libertés fondamentales? Eh bien, on met en place un État-nation qui va garantir ces libertés. Il est garanti comment? Sur la base de la propriété privée. En gros, vous n'avez pas le droit, quand on dit que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, eh bien, la limite, en pratique, c'est la propriété privée. Vous n'avez pas le droit de voler quelqu'un, vous n'avez pas le droit d'attenter à l'intégrité physique de quelqu'un, parce que c'est sa propriété privée. Donc derrière, on met un État-nation qui garantit le respect de ses libertés, et donc il garantit la sécurité de chacun, mais on se rend compte que, ah ben mince alors, l'État est très puissant, donc ça attire les gens qui ont soif de pouvoir, donc qu'est-ce qu'on fait pour garantir que l'État-nation n'abuse pas du pouvoir qu'on lui donne contre les individus? Eh bien, on met en place, donc, 1, les droits de l'homme, les droits qui sont garantis, et 2, l'état de droit. Donc, la séparation des pouvoirs, mais aussi le fait que tout le monde est soumis au même régime de loi, donc c'est la fin du régime féodal et des privilèges. Et donc, comme tout le monde est sur un pied d'égalité, on met en place le système démocratique pour légitimer l'ensemble du système, l'état de droit, l'état-nation. On donne le droit de vote à chacun. Pourquoi chacun peut voter? Eh bien, parce que chacun a son libre arbitre. Il décide dans sa propre conscience, en raisonnant, grâce à l'éducation qu'on a notamment grâce à l'imprimerie, mais au système éducatif qui permet la diffusion des connaissances, donc de décider en son fort intérieur des lois que l'État-nation dont l'État-nation va se doter. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la civilisation. La civilisation, ça vient de cité, la ville, et ça s'oppose aux barbares qui vivent justement sans tout ça, sans la raison, qui vivent un peu dans l'état de nature, et la civilisation s'oppose quelque part à la nature. On éduque l'humain pour qu'il contre ses instincts barbares, ses bas instincts. Et la civilisation, grâce à la science, nous apporte des bienfaits. Des hôpitaux, des routes, des écoles, mais aussi des armes pour nous défendre, et des maisons pour nous protéger des intempéries. Et donc, tout ça, là, tout ce que la science nous a apporté, qui aujourd'hui est une évidence pour beaucoup, ne l'était pas à une époque. Le fait que la Terre tourne autour du Soleil alors que
intuitivement, quand on observe dehors, c'est pas ce qu'on voit. Ça a été un gros choc. Parce que il faut se remettre à l'époque. On voit que le soleil, il tourne autour de nous, alors que la Terre est immobile. Et comment on démontre que non, c'est pas le cas, que c'est l'inverse? Eh bien, grâce à des calculs mathématiques assez complexes qui sont pas accessibles à tout le monde. En tout cas, à l'époque, c'était complètement nouveau. Donc ça a mis du temps à s'imposer. Aujourd'hui, c'est entre guillemets une évidence pour tout le monde, parce que maintenant, en plus, on a les satellites qui confirment tout ça. On le voit, on peut le voir grâce aux outils fabriqués par la science. Mais à l'époque, ça n'avait rien d'une évidence. C'est pareil, quand Darwin il déboule avec sa théorie de l'évolution, ça n'a rien d'une évidence tout ça. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de monde qui refusent, ou qui ont du mal avec cette théorie, ou qui ne la comprennent pas dans son intégralité. Et ça, on va y revenir dessus tout à l'heure. Bon, et puis il y a Pasteur qui découvre que, en fait, les maladies, ce ne sont pas des malédictions de Dieu ou on ne sait quoi, mais en fait, c'est des microbes qu'on attrape et contre lesquels on peut lutter grâce aux vaccins, aux antibiotiques, aux médicaments. Donc tout ça est un tout indissociable, puisque au cœur de tout ça, on a la raison, qui est le fondement de la science moderne, qui nous apporte les bienfaits de la civilisation, qui fait qu'on vit plus longtemps, etc., etc. Donc, ça démarre plus ou moins, on va dire, en 1400, avec la redécouverte des textes grecs, donc il y a environ 600 ans, et petit à petit, tout ça, ça s'est déployé dans les institutions, dans la technologie, et aujourd'hui, c'est la culture d'à peu près tout le monde. Et jusqu'au milieu du siècle dernier, je pense notamment aux années folles, les années 20. On n'y pense plus aux années 20, mais à l'époque, ils ont vécu des choses extraordinaires pour leur époque. Ils ont vécu l'arrivée des avions, du cinéma, de la machine à laver, de l'ampoule électrique dans la maison. Nous, aujourd'hui, on est en train de vivre l'arrivée des IA, des iPhones, etc. Mais à l'époque, c'était pas rien non plus tout ça. Hein. Ils ont connu l'arrivée des vaccins, des antibiotiques, des égouts aussi, la chaîne du froid, le fait que on a beaucoup moins d'inquiétude à manger de la viande aujourd'hui que ce n'était le cas avant. Et ça s'est traduit par des gains d'espérance de vie énormes. Donc tout ça a été une validation incroyable de cette philosophie. Oui, ça fonctionne. On est sorti des famines, des épidémies, et malheureusement pas des guerres, mais c'était un peu l'idée que grâce à la raison, petit à petit, on allait finir par y arriver. Sauf que patatras, on se récupère la crise de 29, on se récupère deux guerres mondiales, on se récupère la guerre froide avec un arsenal atomique où on se rend compte tout d'un coup qu'on a de quoi raser l'ensemble de la surface de la planète, et petit à petit, en fait, depuis grosso modo 1945, c'est désillusion sur désillusion. Tous les bienfaits que nous avait apporté la modernité, petit à petit, on s'est dit, ouais, mais en fait, il y a plein de problèmes derrière. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un double problème, à la fois de dénatalité et de surpopulation. On peut considérer que le monde est trop peuplé, mais en même temps qu'on fait plus assez de bébés. Parce qu'il y a des gros différentiels entre les pays. Il y a des pays qui vieillissent beaucoup, il y a des pays qui sont très jeunes, et en fait, les deux situations existent conjointement. C'est très perturbant, mais c'est comme ça. Bon, là, c'est un peu technique, mais je le mentionne parce que c'est quand même important, parce que ça a été des grands coups des grosses remises en question de la science moderne, le théorème de Gödel, qui montre que on ne pourra pas trouver un fondement axiomatique des mathématiques définitif. Bon, je vais pas trop insister là-dessus, c'est déjà assez perché, mais bon. Derrière, il y a la théorie des ensembles, ça reboucle avec le lambda calcul qui est au fondement de l'informatique et donc des ordinateurs et de l'intelligence artificielle et tout ça. Mais bon, bref. Deuxième gros traumatisme, la mécanique quantique, où là, on se rend compte que, en fait, le fondement même des sciences, c'est-à-dire le principe d'objectivité, c'est-à-dire que quand je fais une expérience scientifique à un endroit, je peux la refaire à un autre endroit et il n'y a pas d'influence extérieure qui invaliderait mon expérience. On considère que les lois de la nature sont les mêmes partout. Bon, là, en fait, la mécanique quantique nous dit, pas de bol, en fait, ça dépend complètement de la manière dont tu fais ton expérience. Et en plus, ça débouche sur... Bon, là encore aussi, c'est très technique, mais bon, la violation des inégalités de Bell, qui signifie, ça a été prouvé par Alain Aspect, c'est pour ça qu'il a gagné le prix Nobel, que l'univers est non local. Donc ça veut dire qu'au niveau quantique, je vous la fais simple, mais on peut être à deux endroits à la fois, on peut remonter le temps. Oui, c'est pas exactement comme ça, je simplifie beaucoup, ça me gêne de dire ça, mais bon... C'est une image pour traduire le fait que, à notre échelle, quand on fait des expériences de physique, oui, ça marche bien, mais à l'échelle quantique, en fait, c'est plus, ça ressemble plus à ce qu'on fait quand on fait de la magie, quoi. Et donc ça perturbe beaucoup, en fait, les fondements même de la science. Il y a une énorme remise en question à cause de ça.
Bon, au niveau philosophique, pareil, on a les antinomies de Kant qui démontrent que finalement, on peut créer des systèmes de pensée cohérents, mais complètement antinomiques les uns des autres. Là encore, gros coup de canif dans la notion de raison qui était centrale dans la philosophie des Lumières. Après, je mets tout ça un peu en vrac, mais ça fait partie des choses qui ont remis en question tous les apports de la modernité. Donc on a eu les guerres mondiales, j'ai mentionné précédemment. Maintenant, on a la crise climatique avec le réchauffement. On se rend compte que finalement, on a mis au point des technologies pour nous protéger de la nature. Le problème, c'est que maintenant, on en est au point où on pourrait dérégler la nature. Et là, on est bien embêté parce que finalement, on pourrait avoir créé plus de problèmes qu'on en a résolus, en définitive. Donc tout le rapport à la technologie est revu à cause de ça, ou doit être revu à cause de ça. On peut plus se contenter de rechercher la puissance comme on le faisait avant, comme on le faisait à l'époque humaniste. Là, il se posait pas de questions, peu importe les technologies qu'on a inventées, du moment qu'elles étaient plus puissantes que les précédentes, c'était bien bon. Ça servait la civilisation, ça servait l'homme. Là, maintenant, c'est plus le cas. On a des crises économiques à répétition, donc on s'est rendu compte. En fait, là, c'est pareil, c'est un des gros problèmes qui nous vient de l'époque humaniste, c'est que l'économie a été théorisée à une époque où il y avait des maths qui étaient limitées. C'est ce qu'on appelle les mathématiques linéaires. Puis là, on se rend compte que, en fait, l'économie, c'est pas du tout des phénomènes linéaires. Donc, toutes les théories économiques d'équilibre, de loi du marché, de création monétaire, etc., ont été faites avec des théories mathématiques ultra simplifiées, en fait, qui ne représentent pas du tout la réalité. Donc, on se rend compte que l'économie est un phénomène chaotique. Alors aujourd'hui, on a des nouveaux outils pour étudier ça, notamment la théorie du chaos, entre autres, mais il y a une sorte de marasme. Finalement, la promesse que la raison allait nous permettre de gérer l'économie, elle s'est complètement évaporée, dans la théorie comme dans la pratique. Donc maintenant, on bricole un peu comme on peut. Mais 68, finalement, qui a été, il est interdit d'interdire la remise en cause de l'autorité, a amené à plusieurs crises sociétales. Comment on éduque les enfants s'il n'y a plus d'autorité? Les relations entre les hommes et les femmes. Donc là, on passe des histoires les différentes vagues de féminisme, mais aussi la remise en cause des notions, des questions de police et comment on assure la sécurité des gens si on veut plus de police. Et les histoires de frontières aussi qui sont remises en cause. Bref, là, il y a un début de remise en cause de un petit peu toutes les institutions qui démarrent là. Aujourd'hui, on a en plus d'autres problèmes avec Internet. On a la post-vérité. Bon, je fais tout ça un peu en vrac, mais... Donc, ça devient très difficile aujourd'hui d'établir une vérité quelconque. Déjà, à cause des deepfakes, parce que finalement, ça devient difficile de savoir si une vidéo qu'on voit, elle est vraie ou pas. Mais c'est pas que ça, c'est que les réseaux sociaux, les IA qui sont derrière, créent des chambres d'écho qui amplifient nos biais cognitifs, qui font que ça devient très difficile, en fait, d'établir une vérité consensuelle à l'échelle de la société. Chacun construit sa petite vérité dans son coin, en gros. Le problème de l'endettement endémique, donc la dette qui explose et qui reflète les problèmes économiques, les problèmes démographiques, les problèmes géopolitiques. On a eu aussi le traumatisme de la décolonisation, c'est-à-dire que là, on a porté, l'humanisme, c'était on va apporter la civilisation et c'est bien fait à tout le monde, et puis là, on se rend compte que finalement, ils sont pas si contents que ça, quoi, qu'on leur a apporté la civilisation, ou en tout cas, ils nous en veulent. Et dans la science, je vais en terminer par là, mais bon, la liste des désillusions est tellement longue. Il y a la crise de reproductibilité, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur réconcilier la science et la spiritualité, mais qui est aussi au cœur de la crise que rencontre le système médical actuel, dont j'ai un peu parlé avec la nomination de RFK, et dont je vais reparler prochainement, parce que c'est important, sur la route de l'immortalité, de bien comprendre, en fait, le problème qu'il y a avec la vieille médecine, la médecine pasteurienne. Donc tout ce qui nous vient de l'époque humaniste est remis en cause, ou en tout cas a provoqué des problèmes qu'on n'avait pas anticipés. On se retrouve avec ce que certains appellent une métacrise ou une polycrise, ou une crise de crise, une convergence de crise. Donc on a une crise des crises économiques, des crises démographiques, des crises démocratiques des institutions, des crises écologiques, des crises scientifiques, des crises du sens. Bref, rien ne va plus. Et c'est là qu'interviennent les Lumières 2.0. Parce que derrière tout ce marasme, en fait, qui nous vient du fait qu'on ne pense plus le monde avec les outils conceptuels adaptés à ce que le monde est devenu,
Et bien derrière, il y a petit à petit, mais c'est pas popularisé, une nouvelle philosophie qui se crée, qui remet en cause l'ancienne, mais qui propose des nouvelles choses pour penser le monde. C'est ce que j'essaie de vous partager très modestement sur cette chaîne, petit à petit, mes découvertes à ce sujet. Donc, faute de meilleures dénominations, je vais appeler ça le post-humanisme ou les Lumières 2.0. Parce qu'on est dans un mouvement, je pense, c'est l'histoire qui tranchera, mais qui est similaire à ce qui s'est passé à l'époque des Lumières. Quand on lit un peu la littérature scientifique, il y a un vrai engouement, un vrai enthousiasme et des vraies découvertes. Mais le problème, c'est que c'est difficile à expliquer, c'est pas passé dans les mœurs, toutes ces évolutions. C'est un peu comme à l'époque de Copernic, c'était pas naturel pour les gens de penser que il y avait la loi de la gravitation qui faisait tourner la Terre autour du Soleil. Aujourd'hui, c'est accepté par tout le monde, on l'étudie à l'école, et même ceux qui ne comprennent pas les maths qui sont derrière, voilà, ça fait partie de la culture ambiante. Là, tout ce que je raconte, c'est du chinois pour la plupart des gens, mais ça deviendra, j'en suis persuadé, la norme plus tard. Donc qu'est-ce qui change autour de cette philosophie humaniste? Au lieu de l'individu, on a la notion d'agent. Et c'est beaucoup plus puissant parce que ça prend en compte le fait qu'un agent fait des choix dans une arène, mais il fait des choix contraints. Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a jamais eu de libre arbitre. On ne prend pas des décisions éthérées en réfléchissant sans qu'il n'y ait d'influence derrière. Et des influences, il y en a beaucoup, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et ces mêmes biais cognitifs existent à l'échelle sociale, donc on va parler de biais sociaux, et sont exploités aujourd'hui par des ingénieurs sociaux, par les réseaux sociaux, pour perturber les systèmes démocratiques. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, quand on fait annuler l'élection de Roumanie, on considère en fait que les gens ont été influencés. Donc ça s'oppose complètement à la notion de libre arbitre et de raison qui a été théorisée à l'époque humaniste. On se rend compte que non, ça marche pas comme ça. Et comment on le sait ça? Ça nous vient des sciences cognitives, donc qui sont centrales dans toutes ces transformations. Je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Si vous voulez regarder, faites une pause. C'est la conjonction de différents domaines des sciences qui permettent de comprendre comment fonctionne la cognition, c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, la pensée. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, si la même personne, on l'a fait asseoir sur un fauteuil confortable ou on l'a fait asseoir sur une chaise dure et inconfortable, et qu'on lui demande de négocier quelque chose, eh bien le résultat de la négociation, tendanciellement, en moyenne, va être différent dans les deux cas. On sait que les juges sont plus sévères dans leur jugement à 11 heures parce qu'ils ont la dalle. Donc, quand on considérait à une époque que l'humain était un être doué de raison, oui, on a de la raison. Mais par contre, elle est influencée par tout un tas de trucs qu'à l'époque, ils ne soupçonnaient pas du tout. Donc ça, en fait, c'est au cœur des sciences cognitives et de la notion d'agent. Nous sommes des agents, mais nous ne sommes pas les seuls. Les animaux sont des agents, les machines sont des agents, et donc en fait, on a un outil conceptuel beaucoup plus puissant pour penser les interactions entre les différentes entités qui peuplent le monde. Ce qui débouche sur une conception totalement différente de la vie et de notre lien à la nature. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Et de la médecine, en fait, tout change. Il y a des répercussions partout, mais bon, je vais prendre une thématique. De quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que l'humain est composé de cellules humaines avec de l'ADN humain, mais pas que. Nous avons aussi en nous des microbes. La flore commensale. Des microbes sur notre peau, des microbes dans notre bouche, des microbes dans nos intestins. On a des microbes partout qui vivent avec nous et sans lesquels nous ne pouvons pas vivre. Au point que on parle non plus d'individus, mais d'holobionte. Holobionte, le tout, bion, biologique. Et ces microbes, eh bien, on sait que si on les change, ça peut influencer notre personnalité, voire notre humeur. Donc ils ne sont pas juste là en tant que spectateurs, ils font partie de nous. Et en plus, ils brouillent la notion d'individu et de frontières, parce qu'en fait, ces microbes qui sont sur notre peau, on les imprègne partout dans notre maison. Donc on vit dans un environnement microbien qui est une extension de nous-mêmes, quelque part. Donc quand on va chez des gens, en fait, on partage leurs microbes. Et on partage pas plus que une simple poignée de main ou un simple pichet de bière. Vous comprenez? Tout ça, ça débouche, entre autres, il n'y a pas que ça, mais sur une nouvelle approche de la médecine. La médecine pasteurienne, qui considérait que les microbes sont nos ennemis et qu'ils nous apportent des maladies, oui, ça existe, c'est vrai qu'on peut attraper des maladies contagieuses via les microbes, mais en fait, les microbes, ils nous protègent aussi.
C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait au début. D'ailleurs, il y a une remise en cause du rôle des antibiotiques. On pensait que c'était des armes contre les microbes. En fait, non, les antibiotiques sont des moyens pour les microbes de communiquer entre eux. Sauf que quand on les utilise massivement, effectivement, ça sature leur communication et donc ça peut provoquer des gros dégâts. Mais le problème, c'est qu'ils s'adaptent. Donc on commence à avoir ce qu'on appelle des superbactéries qui sont résistantes à tous les antibiotiques et on est obligé de changer de fusil d'épaule. Bien, voilà un aspect qui change. Du coup, les maladies ne sont plus considérées uniquement comme des accidents chimiques ou mécaniques. Et là, on va sortir du paradigme newtonien de la science. Donc, la nouvelle médecine ne considère pas que l'homme est une machine douée de conscience, mais une machine néanmoins dans laquelle, en fait, on traite les organes, on change les organes comme on changerait les pièces d'une voiture. Non, en fait, on se rend compte que l'homme, et pas que l'homme d'ailleurs, mais est un organisme et que tout est relié. D'où les idées, les nouvelles formes de médecine qui apparaissent, de biopsychosocial, où on se dit, en fait, une maladie, c'est un ensemble de choses qui peut toucher à la fois la partie biologique, la partie psychique et la partie sociale. On peut être malade parce qu'on ne travaille pas dans la bonne entreprise ou parce qu'on n'est pas à l'aise dans son milieu professionnel. Ça peut avoir des répercussions sur sa psychologie et ça peut fragiliser la biologie et vice-versa. Donc on est obligé de regarder tout ça d'une manière intégrative. Donc la médecine, qui est encore beaucoup pratiquée par beaucoup de médecins, qu'on pourrait qualifier de mécaniste, elle est obsolète et elle provoque de nombreux problèmes. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des épidémies d'obésité, toutes sortes de maladies de civilisation, qu'on essaie de traiter à coups de médicaments chimiques, mais en fait, oui, ça marche un peu, mais pas autant qu'on le voudrait. Et surtout, la médecine ne peut pas se limiter à ça. Ça ne fonctionne pas. Il faut regarder aussi la partie psychologique, mais aussi les comportements. Bon, bref, j'y reviendrai, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. La question de la place de l'animal dans le monde. Eh bien, par rapport à l'époque des Lumières, tout a complètement changé. Alors, les histoires de chaînons manquants, je vous le dis, ça, en fait, c'est un artefact. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de chaînon manquant. C'est juste que, en fait, on avait placé l'humain à part sur l'arbre phylogénétique et que donc on se disait, ah ben c'est bizarre, où sont les chaînons manquants? En fait, non, les chaînons manquants, ils n'ont jamais manqué. On est des singes, on est des grands singes, on est des animaux comme les autres. Il n'y a pas de propre de l'homme, il y a une spécificité de l'homme, si vous voulez. De la même manière qu'il y a une spécificité du guépard qui est capable de courir à plus de 100 km/h. De la même manière, je sais pas moi, qu'il y a une spécificité du dauphin qui peut rester, qui peut passer je sais pas combien de temps sous l'eau. De la même manière qu'il y a une spécificité du crabe parce qu'il a des pinces énormes. Bon, tous les animaux ont des spécificités et nous sommes des animaux au même titre que les autres, mais il n'y a pas de propre de l'homme. Les animaux font de la politique, les animaux rient, les animaux pensent, les animaux ont des cultures, alors à différents degrés. Les fourmis pratiquent l'élevage, les éléphants s'appellent par leur nom. On sait qu'ils ont des langages, certains probablement aussi complexes que les nôtres. Ils savent compter. Bref, peu importe le critère que vous prenez, on va le retrouver dans le monde animal. À différents degrés, certes. Et il est clair que nous avons développé des cultures bien plus sophistiquées, des technologies bien plus sophistiquées, mais il n'y a rien de spécifique à l'homme. Nous sommes des animaux. Et ça, c'est un énorme choc. Nous n'avons pas de libre arbitre qui soit spécifique, nous n'avons pas de conscience qui soit spécifique, nous n'avons pas de raison qui soit spécifique. Les animaux sont aussi conscients, ils font aussi des choix, et ils raisonnent aussi. Et en fait, il suffit d'observer les animaux domestiques pour le voir. C'est pas un grand mystère, au fond. Mais petit à petit, à l'aide, par exemple, du test du miroir et plein d'autres choses, on s'est rendu compte que les animaux ont tout ce qu'on a. Ils ont des sentiments, évidemment, ils souffrent, ils ont une conscience, donc comme nous, on parle de sentience pour différencier avec la nôtre, mais au fond, c'est la même chose. Ils ont ce qu'on pourrait qualifier de morale. Ça a été observé chez des petits singes, par exemple. Donc se pose la question de leur statut au sein de notre société, voire de leur statut politique. Alors là, je fais référence à ce qui reste pour moi la référence en la matière, c'est Zoopolis, qui est la première théorie à peu près... en tout cas pas trop mal foutu à ce sujet, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux droits des animaux et à la souffrance des animaux. Et d'ailleurs, les IA vont beaucoup nous aider là-dedans, puisque on est en train de décoder les émotions des animaux avec, et donc on va pouvoir interagir d'une manière complètement différente avec eux. Ce qui m'amène au sujet suivant, l'écologie et le transrationnel. Tout ça, en fait, c'est relié.
c'est une seule et même chose. Mais on se rend compte que ce ne sont pas que les humains qui pensent, ce ne sont pas que les animaux qui pensent. En fait, la cognition, le fait de traiter une information et de décider des choses derrière, bah c'est tout le vivant, y compris les microbes qui en est doué. Donc, nous vivons dans un écosystème d'intelligences qui sont des intelligences de nature différentes. Et donc ça change notre rapport à la nature, parce qu'on n'est plus dans nous contre la nature, on n'est plus à devoir se protéger des prédateurs, des pénuries, des microbes, des intempéries. Non, il faut qu'on interagisse avec un écosystème dont on fait partie. La notion de raison elle-même est complètement remise en cause. J'en ai déjà touché un mot tout à l'heure, le fait qu'on ait des biais cognitifs, mais en fait, c'est plus que ça, c'est que nous pensons avec notre corps. La raison absolue, finalement, n'existe pas. Ce qu'on pensait à une époque, qu'il existait des mathématiques idéales qui représentaient une forme de raison totalement abstraite qui existe indépendamment du monde grâce et qui nous aide à découvrir les lois de la physique. Bon, ben voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, à cause du théorème de Gödel et de la mécanique quantique, mais aussi du fait que maintenant on sait que la raison est entièrement liée au substrat biologique dans lequel elle se manifeste. Donc ça complique beaucoup les choses à ce niveau-là. Et enfin, tout le monde digital, numérique, virtuel, bouleverse notre anthropologie, notre manière de vivre ensemble. Je fais référence notamment aux réseaux sociaux, le fait qu'on va mieux connaître certaines personnes à l'autre bout du monde que notre voisin de palier, ça c'est un changement majeur. Mais les cryptos sont en train de bouleverser aussi un des fondements qui nous vient de l'ancienne époque, qui était la monnaie, les banques, les institutions économiques, la finance, donc tout ça est bouleversé. Et évidemment, les IA qui vont rebattre beaucoup de cartes, notamment sur l'éducation, la médecine, mais aussi le travail. Et donc là, je reviens un petit peu au centre. Derrière les concepts fondamentaux qui sont derrière tous ces changements, sont la notion d'agent, j'en ai déjà un peu parlé, l'entropie. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que ça nous amènerait trop loin, mais c'est vraiment fondamental et au cœur de toutes les autres conceptions, au cœur des nouveaux paradigmes philosophiques. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, lisez Thermodynamique de l'évolution de François Rodier. L'évolution est centrale aussi dans tout ça, autant dans l'informatique que dans la biologie, que dans la psychologie. Et derrière aussi la cybernétique qui est au fondement de l'informatique, mais aussi des interactions entre les agents. Alors, je vais conclure en vous présentant quelques figures centrales de ces Lumières 2.0. Si vous voulez un peu creuser, vous aurez là quelques bons points d'entrée. Donc ici, on a John Vervaeke. Lui, il s'est attaqué à l'histoire de la philosophie, à la crise du sens de la civilisation moderne, et il propose une spiritualité naturaliste, c'est-à-dire, si vous voulez, un système pour remplacer les religions défaillantes, mais pour conserver leurs outils de transformation cognitifs, donc spirituels. C'est le mot qu'on emploie, c'est le vieux mot si vous voulez, mais fondé sur les sciences cognitives, donc sans les superstitions de l'époque. Andrew Huberman, lui, il est au cœur, on pourrait dire, de la révolution médicale 3.0. Ce qu'il propose, ce sont des outils pour rester en bonne santé, fondés, encore une fois, sur les sciences cognitives. C'est un professeur de neurosciences à Stanford, qui a une chaîne YouTube et qui fait d'excellentes vidéos, en général, donc, sur la santé et le bien-être. Carl Friston, qui est, qui ne va pas être très connu du grand public, mais qui est un immense scientifique qui nous a donné le principe d'énergie libre, qui est un paradigme unificateur des sciences cognitives. Michael Levin, pour moi, ce monsieur aura un prix Nobel, je suis persuadé, du moins je l'espère. Ses travaux sur l'intelligence cellulaire sont vraiment révolutionnaires et en fait c'est lui qui nous montre que tout ce qu'il y a autour de nous, y compris notre propre corps, pense. Alors, pense pas aux mêmes choses que nous, mais pense néanmoins. Je mets Nick Bostrom parce que finalement, c'est le philosophe du long-termisme, des risques existentiels. C'est un polymathe qui a écrit sur beaucoup de choses et étudié beaucoup de choses. C'est, je pense, quelqu'un d'important qui nous aide à réfléchir les problématiques de notre époque. Il nous donne des outils conceptuels pour aborder ces questions-là, notamment dans son livre Super Intelligence, dont j'ai fait une revue sur cette chaîne. Nick Land, philosophe pas très connu, un peu sulfureux, mais finalement, qui est le père de la philosophie accélérationniste, c'est lui, ça vient pas de lui exactement, mais c'est lui qui a identifié le fait que l'évolution évolue. Et l'évolution accélère avec le temps. Et l'évolution, c'est absolument fondamental pour comprendre la marche du monde. Aujourd'hui, on peut plus s'en passer, sincèrement. Antonio Damasio, que voici là, donc avec son livre L'autre moi-même ou L'ordre étrange des choses, je ne sais plus quel j'ai lu, qui nous explique justement le lien entre la raison
et le corps, comment les deux sont indissociables. Ensuite, bon, c'est un choix personnel, hein, cette liste, hein, on verra bien qui c'est que l'histoire retient, mais j'ai mis Edward Osborne Wilson, le père de la sociobiologie. Alors pourquoi lui? Ben parce qu'en fait, il applique la théorie de l'évolution au comportement humain. Finalement, bon, c'est la version un peu pas politiquement correcte. C'est l'ancêtre, si vous voulez, de la psycho-évo, qui est une version, bon voilà, un peu édulcorée. Mais l'idée, c'est de dire, nos comportements ne viennent pas de nulle part, l'évolution les a façonnés et ça explique notre psychologie. Donc c'est hyper important. Ensuite, il y a Prigogine, prix Nobel de chimie, mais surtout, lui, c'est celui qui nous a apporté la notion de structure dissipative. Et ça permet de comprendre tellement de choses. Et enfin, je vais un peu vite sur les derniers, mais Norbert Wiener, le père de la cybernétique. Donc voilà quelques figures, selon moi, de proue en tout cas, des Lumières 2.0, ce que l'histoire retiendra. Voilà un peu rapidement les concepts qui sont derrière. J'ai conscience que tout ça c'est extrêmement abstrait puisque je vous parle d'une culture qui est en train d'émerger. Ce ne sont pas des concepts qui sont très connus et dans l'absolu, vous pouvez vous dire que j'invente tout ça parce que soit vous connaissez ces domaines, et dans ce cas, oui, ça vous parle, soit vous connaissez pas, et ben c'est du charabia, et vous dites, mais qu'est-ce que c'est ce truc, d'où il sort tout ça, quoi. Et c'est tellement différent de ce à quoi vous êtes habitué que je conçois que ça puisse dérouter. Cependant, ce qui me semble important de retenir, c'est que nous sommes en train de changer de civilisation et que la philosophie qui sous-tendait l'étape, si vous voulez, si vous préférez l'étape précédente de la civilisation, elle va plus fonctionner d'une manière ou d'une autre. Tout ça est en train d'être remis en cause. Tout ça va changer. Donc, soit vous restez dans l'ancien monde et vous vous débrouillez avec. Et là, ça va être, comment dire, de plus en plus dur parce que vous allez rien comprendre. Soit vous décidez de faire le bon, de vous intéresser à ces nouveaux concepts qui sont déroutants au début, hein, j'en conviens, et puis qui demandent quand même quelques notions scientifiques, parce qu'aujourd'hui, c'est pas très popularisé, donc il faut faire un effort. C'est en grande partie à ça que je consacre ma chaîne. Et donc je distille petit à petit, en fonction de l'actualité, toutes ces notions. Mais là, vous avez une sorte de vision d'ensemble, en fait, du projet que je vous propose, et de mes sources d'inspiration. Évidemment, je suis pas le seul, hein, derrière, tout ce dont je vous raconte, c'est ce qui se passe en science, hein, c'est pas des trucs que je sors de mon chapeau. Hein. Par contre, je vais être clair, hein, pour moi, ce vieux monde va mourir. D'une manière ou d'une autre, il n'est pas adapté au monde qui arrive. Donc tout ça va être balayé, va être remplacé par autre chose. Voilà donc ce que j'entends par les Lumières 2.0.